Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans un texte assez percutant. C'est un essai critique qui s'intéresse à la figure de Paul Atanga-Nji, que l'auteur présente comme le visage administratif de la peur au Cameroun. On va donc analyser des extraits clés de cet essai et notre but ici, c'est important de le dire, ce n'est pas de juger la personne, mais de décortiquer la thèse de l'auteur, de voir comment il utilise ce personnage pour analyser ce qu'il décrit comme les symptômes d'un système politique. Oui, absolument. Et je pense que c'est le point de départ crucial. L'auteur prévient tout de suite, ce n'est pas une biographie, c'est une analyse symbolique. Son postulat de départ est assez fascinant. Il dit qu'à certains moments, des individus deviennent des sortes d'indicateurs de crise. Ils ne sont plus juste des ministres, ils incarnent une dérive du pouvoir. Et c'est cette thèse qu'on va explorer ensemble. C'est fort comme image. Et il précise bien qu'il ne le voit pas comme la cause des problèmes, mais plutôt, et là je cite, comme l'une des manifestations les plus visibles, les plus assumées, les plus brutales. Mais concrètement, comment un seul homme peut en arriver là, à incarner tout un système? Ça paraît énorme pour une seule personne. C'est là qu'on touche au cœur de son argumentation, en fait. Pour l'auteur, la clé, c'est de regarder son parcours non pas comme une série de politiques publiques, mais comme une accumulation d'actes symboliques. Le texte ne parle pas de réformes, de projets, il parle d'actes coercitifs, de paroles menaçantes. C'est cette répétition qui, selon lui, transforme l'image même de l'État. Donc si je comprends bien, l'État ne serait plus l'arbitre? C'est exactement ça. Il y a un basculement. L'État passe du statut d'arbitre à celui de surveillant. Une structure de contrainte permanente, et dans cette logique, l'individu n'est plus un ministre parmi d'autres. Il devient le symptôme visible, la fièvre qui révèle l'infection si on veut utiliser une métaphore médicale. Cette image de surveillant est très forte. Et d'ailleurs, l'auteur va encore plus loin avec une autre métaphore, cette fois très personnelle, celle du regard. C'est un passage qui est assez audacieux. Oui, il s'attarde sur le regard de Paul Atanga-Nji, qu'il décrit comme dur, fixe, souvent décrit comme exorbité. Mais là, on est d'accord, c'est osé. Est-ce que l'auteur ne frôle pas un peu l'attaque personnelle, même s'il dit le contraire? Comment il justifie ce saut du physique au politique? C'est une excellente question, et il semble l'anticiper. Il insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas une attaque ad hominem. Il dit analyser une figure historique, c'est-à-dire la perception publique du personnage. Pour lui, ce regard est devenu un symbole politique et il le décompose en 3 points. D'abord, ce serait le regard d'un pouvoir qui se méfie de son propre peuple, un regard qui scrute. Un peu comme un gardien de prison, quoi. Exactement. Deuxièmement, ça découle du premier point, c'est le regard d'un régime qui gouverne non plus par l'adhésion, mais par la dissuasion. La peur. Le regard dit « je vous surveille ». Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, c'est le regard d'un État qui observe au lieu d'écouter. La surveillance froide remplace l'écoute active. C'est comme ça qu'il justifie son analyse. Il analyse l'image, la persona publique, pas l'homme. D'accord, je vois mieux la nuance. C'est l'image d'un régime aux aguets, comme il l'écrit. Une posture de défense constante. Et logiquement, cette posture se traduit dans le fonctionnement de l'administration. C'est le thème suivant. L'auteur commence par rappeler le rôle idéal de l'administration territoriale. Oui, l'ossature silencieuse de la République, celle qui garantit l'ordre, la coexistence, le service public en somme. Et il met ça en contraste total avec ce qu'il décrit sous la direction d'Atanga-Nji. Le mot qu'il emploie est « détournement ». L'administration deviendrait un outil politique offensif. Et il donne des exemples concrets de ce détournement. Parce que c'est une accusation forte quand même. Oui, il est très précis. Il parle par exemple des interdictions de manifestation de l'opposition, qui ne sont plus l'exception, mais un réflexe quasi automatique. Il parle des réunions publiques, considérées comme suspectes par nature. Et puis il y a l'opposition, la société civile, qui ne sont plus vues comme des contre-pouvoirs, mais comme des entités à neutraliser. On passe donc d'une administration qui gère la cité à une administration qui gère des menaces. C'est exactement le basculement qu'il identifie, d'un État régulateur à un État répressif assumé. Et l'implication est énorme, selon lui. L'administration ne serait plus au service du citoyen, mais elle protégerait le régime contre le citoyen. Le citoyen devient un suspect. C'est un renversement complet de la philosophie du service public. Et après le regard et l'administration, il y a un troisième outil, la parole. La communication. Il la décrit comme sèche, verticale, empreinte de menaces implicites. Et selon lui, le but n'est jamais d'expliquer, mais seulement d'intimider.
Et il relie ça à une thèse plus générale sur les régimes en fin de cycle. C'est une des phrases les plus dures de l'essai. Il écrit « Dans les régimes finissants, la parole officielle devient agressive lorsque le pouvoir n'a plus rien à offrir. » C'est une idée très très forte. Attendez, ça c'est intéressant. Ça voudrait dire que l'agressivité, en fait, c'est un signe de faiblesse, pas de force. C'est contre-intuitif. C'est tout le paradoxe que l'auteur soulève. Selon sa thèse, un pouvoir qui a un projet, une vision, il utilise la parole pour convaincre, pour séduire, il argumente. Mais quand le projet s'essouffle, quand il n'y a plus rien de neuf à proposer, la parole change de nature, elle ne peut plus convaincre par le fond, alors elle s'impose par la forme. Le ton, l'autorité, la menace. La menace remplace le projet. C'est ça. Et l'auteur voit dans ce style l'illustration d'un État qui parle fort parce qu'il n'est plus écouté. L'agressivité devient une sorte de compensation à la perte d'autorité morale. Une coquille vide, mais bruyante. Une coquille vide. Voilà, c'est une image puissante. Et si on ne peut plus convaincre par les idées, il faut changer les règles du jeu. Et c'est exactement ce que l'auteur aborde ensuite, avec ce qu'il appelle l'un des crimes historiques majeurs des régimes autoritaires. Le mot « crime » est fort. Il parle de la confusion entre l'État et le régime. C'est vraiment le pivot de son analyse. C'est le mécanisme qui justifie tout le reste. L'auteur explique bien la différence. L'État, c'est la structure permanente, les institutions, ce qui reste. Le régime, c'est l'équipe au pouvoir à un moment donné. C'est temporaire. Le crime, selon lui, c'est quand le régime en place fait tout pour fusionner les deux, dans l'esprit des gens. D'accord. Et concrètement, au quotidien, comment ça se manifeste cette confusion ? Ça redéfinit les limites de ce qui est légitime. Une fois que la fusion est faite, toute critique du régime est présentée comme une attaque contre la nation tout entière. Il donne des exemples très clairs. Vous critiquez le gouvernement, on vous accuse d'attaquer l'État. Vous manifestez pacifiquement, vous voulez déstabiliser la nation. Ah oui, c'est un piège rhétorique redoutable. Extrêmement. Et les conséquences sont désastreuses. D'abord, ça criminalise toute alternative. Si s'opposer, c'est être un traître, il n'a plus de débat possible. Ensuite, ça condamne le pays à l'immobilisme. Tout changement est une menace. Et dans ce système, l'administration devient le bouclier politique du régime et le citoyen un ennemi potentiel. On voit bien comment tout s'emboîte. Le regard, l'administration, la parole, tout sert à maintenir cette confusion. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne le présente pas comme l'architecte du système. Il utilise une formule nuancée. Il n'est pas l'architecte, mais un exécutant excessif. Ce zèle, cette dureté, trahirait en fait un manque. Oui, le texte suggère que ce zèle est symptomatique d'une absence de vision politique. Face au vide, la coercition devient la solution par défaut. C'est plus facile d'interdire que de proposer, plus rapide de menacer que de réformer. La brutalité décrite dans l'essai ne serait donc pas un signe de force idéologique, mais plutôt un substitut à l'acte de gouverner. C'est une gestion par la contrainte, faute de gestion par le projet. On arrive donc à la conclusion du texte, à ce que l'auteur appelle le verdict de l'histoire. C'est un chapitre assez sombre. Quel est le jugement final qu'il porte sur l'héritage d'une telle figure, selon son analyse ? Le verdict est sans appel. Il écrit que l'histoire est sévère avec les hommes qui ont cru que la peur pouvait remplacer le contrat social. Il prédit que ce que la postérité retiendra, ce ne sont pas les communiqués, mais les silences imposés, les libertés étouffées. Le portrait final, c'est celui d'un héritage entièrement négatif. Il utilise des formules très très dures pour le décrire. Un visage crispé, un administrateur de la peur, un symbole de la phase terminale d'un régime. Et il conclut en disant qu'en pensant défendre l'État, il aura surtout documenté sa faillite morale. C'est terrible comme conclusion. C'est une conclusion qui boucle la boucle avec la première idée du texte. Si l'homme est un symptôme, alors toute son action ne fait que documenter l'étendue de la maladie du système. L'excès de zèle, la brutalité, tout ça ne construit rien de durable. Ça témoigne juste, pour les historiens de demain, de la nature du pouvoir à un instant T. C'est en ce sens qu'il documente une faillite morale. L'exécutant devient, malgré lui, l'archiviste de la crise. C'est une perspective assez vertigineuse. Pour finir, il y a une petite note de l'auteur qui éclaire sa démarche. Il écrit « Ce chapitre n'est pas un règlement de compte, c'est un acte de mémoire. » Et il ajoute cette phrase qui a une portée universelle « Car les nations qui n'osent pas nommer leurs dérives les répètent. » Cette note finale est essentielle, je trouve. Elle sort l'analyse du seul cas camerounais. Et ça nous amène à une question beaucoup plus large, pour prolonger la réflexion.
Au-delà de ce cas spécifique, le texte pose la question du rôle de la mémoire dans la santé d'une démocratie. Si, comme il le suggère, nommer les dérives est essentiel pour ne pas les répéter, comment une société peut-elle faire cet examen de conscience, qui est souvent douloureux, sans se fracturer encore plus? Comment critiquer le présent pour construire l'avenir? C'est une interrogation qui, je crois, dépasse largement